On atteint maintenant le dernier exercice de l'examen normal de session normale de 2021, option, donc, ou bien filière PC. Ça concerne la mécanique sur 2,75 points. Donc, c'était l'année dernière, donc une partie de la mécanique a été exclue donc, de l'examen. Donc, c'est pourquoi on a la notation 2,75, mais normalement on aura 4,5 jusqu'à 5 points cette année-là, donc pour la mécanique. Donc, une introduction. Le parachute est un dispositif, donc c'est un exercice qui traite donc, le mouvement des parachutistes. Donc, le parachute est un dispositif destiné, après son ouverture, à freiner le mouvement d'un parachutiste, alors en chute verticale dans l'air. Cet exercice se propose d'étudier donc un modèle simplifié du mouvement d'un parachutiste. Ce dernier se laisse tomber sans vitesse initiale d'un hélicoptère en vol stationnaire situé à une hauteur h au-dessus du sol. Voilà, donc un hélicoptère donc en mouvement stationnaire, donc il y a un parachutiste qui va sauter de l'hélicoptère. Donc après une certaine durée, donc il va ouvrir sa parachute et ainsi donc le parachute va freiner un peu donc le mouvement du parachute pour qu'il ne heurte pas la terre avec une grande vitesse. Alors, on étudie le mouvement du centre d'inertie G du système S, constitué d'un parachutiste équipé de son parachute dans le repère OK. Voilà, le repère OK est vertical descendant, lié à un référentiel terrestre considéré comme galiléen. Figure 1. On considère que la trajectoire de G est verticale et que l'accélération de l'apesanteur reste constante. Normalement, vous avez vu en tronc commun que l'accélération G de l'apesanteur diminue avec l'altitude. Vous avez déjà vu l'expression GH égale à Gm terre sur R terre plus Z le tout au carré. Donc si on augmente en altitude, on diminue, la G diminue. Mais ici on considère donc pour l'altitude, donc pour la distance H à laquelle se situe l'avion, donc G reste constante. Les données, la masse du système S constituée par le parachute et le parachutiste, donc M égale 100 kg. L'accélération de l'apesanteur qu'on considère constante égale à 10 mètres par seconde carré. Et la hauteur H, c'est 660 mètres. C'est-à-dire que l'hélicoptère se situe à 660 mètres du sol. Le mouvement du système s'effectue en deux phases. La première phase, parachute fermé. C'est-à-dire le parachutiste vient de sauter de l'hélicoptère. Il n'a pas encore ouvert donc sa parachute. Donc le parachute se laisse tomber de l'hélicoptère sans vitesse initiale, à un instant choisi comme origine des dates, t égale à 0. La chute se fait durant cette phase avec le parachute fermé. Alors on modèle les évolutions de la vitesse de centre d'inertie G du système S durant cette phase par la courbe de la figure 2. Voilà. Donc durant la première phase où le parachutiste encore n'a pas ouvert son parachute, donc l'évolution de la vitesse fait en fonction de temps, donc voilà, c'est une fonction qui passe par l'origine. C'est une portion de droite qui passe par l'origine. Alors, quelle est la nature du mouvement de G? Justifiez votre réponse sur 0,5 points. Alors, d'après l'annoncé, la trajectoire est verticale. Implique que la trajectoire, donc, elle est rectiligne. Ça donne le mouvement rectiligne. La courbe V égale à F de t est une fonction linéaire d'équation V égale KT. Parce que c'est une droite qui passe par l'origine. K est une constante et le coefficient directeur de la droite, ou bien la pente de la droite. Pour calculer donc l'accélération AG, donc on va écrire delta V sur delta T et va donner une constante K. C'est une constante. Donc puisque le mouvement rectiligne et AG est une constante, le mouvement du parachutiste, ou bien du système S, est un mouvement rectiligne uniformément varié. Donc mouvement uniformément varié. Donc on a ici mouvement rectiligne et mouvement uniformément varié. Donc le mouvement, donc c'est rectiligne uniformément varié. 1.2, peut-on considérer que le mouvement de parachute durant cette phase est une chute libre? Justifiez votre réponse sur 0,5 points. Donc pour répondre à cette question-là, donc on doit tout d'abord donc connaître la définition d'un mouvement en chute libre. Donc un corps est en mouvement en chute libre, c'est la seule force exercée sur le corps et son poids. Donc, pour répondre à cette question-là, donc on doit vérifier est-ce que la somme des forces extérieures exercées sur le solide en chute, le parachutiste, est son poids seulement. La somme des forces égale à son poids.
Donc, en calculant donc l'accélération, on calcule la valeur de hg. hg, donc, on a dit que c'est delta v sur delta t. Attention, il ne faut pas utiliser cette fonction seulement si la vitesse est une fonction affine ou bien linéaire, seulement. Ou bien si on vous dit déjà dans l'énoncé que le mouvement rectiligne uniformément varie. Donc, seulement dans ces deux cas, on peut utiliser cette relation-là pour calculer l'accélération hg. Donc, c'est-à-dire delta v sur delta t, on va choisir deux points de la droite qui sont faciles à projection et on calcule l'accélération. Donc, on choisit ce point-là, donc de coordonnées 0, 0. Et un autre point, par exemple celui-là, je peux choisir celui-là ou bien celui-là. Donc, moi, il vaut mieux que les deux points soient un peu distants. Donc, ce point-là de coordonnées donc d'abscisse 3 secondes et d'ordonnée 30 volts, 30 mètres par seconde, pardon. Donc, sa vitesse ici, donc la vitesse correspondant à ce point, c'est 30 mètres par seconde. Donc, voilà, donc 30 et c'est 3. Donc, hg, c'est 30, donc moins 0, 30 moins 0 sur 3 moins 0, donc ça sera 10 mètres par seconde carré. Or, dans l'énoncé, on me donne que g égale à 10 mètres par seconde carré. Donc, on constate que hg égale à g. En appliquant la deuxième loi de Newton, sigma des forces extérieures est égal à MHG. Donc, je peux remplacer hg par le vecteur g. Donc, on aura sigma des forces extérieures est égal à m fois le vecteur g. Et m fois le vecteur g, c'est le vecteur poids, P. Donc, on a montré que la somme des forces extérieures égale la seule force, c'est le poids. C'est-à-dire que le parachutiste n'est soumis qu'à la force de son poids. Donc, il est en chute libre. Le moment du parachutiste durant cette phase est une chute libre. La deuxième phase, c'est le parachute ouvert. C'est-à-dire, à un certain moment, le parachutiste donc, va ouvrir donc, son parachute. Donc, le parachute ouvre son parachute après une durée delta T1 égale à 4 secondes, depuis le début de sa chute. On choisit l'instant d'ouverture du parachute comme nouvelle origine des dates pour cette phase. Durant cette phase, le système est soumis à son poids et au frottement de l'air modélisé par une force de contact F égale à moins alpha V carré fois K, avec V la vitesse de G et K une constante positive. Donc ici on voit l'action de l'air, elle est modélisée par une force de frottement fluide. Donc soit la force de frottement, soit elle est fonction de V ou bien elle est fonction de V carré. Donc ça dépend de est-ce que le mouvement il est un peu donc avec une grande vitesse ou bien une faible vitesse. Donc ici on nous donne le modèle de la force de frottement, c'est moins alpha V carré. Donc on voit que le sens de F est l'opposé du sens du K. C'est-à-dire que F il est dirigé vers le haut. V donc c'est la vitesse de G et K c'est une constante alpha, donc normalement ici c'est alpha, c'est une constante positive. Au lieu de K, ce sera alpha, c'est une constante positive. On modélise l'évolution de la vitesse de G durant cette phase par la courbe de la figure 3. Donc voilà, la courbe qui représente l'évolution de la vitesse du parachutiste, donc après l'ouverture de sa parachute. Donc ici on a que la courbe, donc elle contient donc on a deux régimes, on peut distinguer deux régimes. Régime initial où la vitesse varie, il diminue. Et un régime permanent où la vitesse donc, atteint une valeur limite, puis reste constante dans cette valeur-là. Et la durée du régime transitoire ici, c'est 30 secondes. La durée du régime permanent, c'est à partir donc, de 30 secondes. La question 2.1, montrer que l'équation différentielle vérifiée par la vitesse v s'écrit sous la forme dv sur dt plus alpha sur mv carré égale à g. La question sur 0,5 points. Donc on va suivre la démarche donc connue en mécanique, donc système étudié, bilan des forces, le repère galiléen, la deuxième loi de Newton, puis la projection sur les axes, puis répondre aux questions. Donc le système étudié ici, c'est le parachutiste avec bien sûr ses accessoires. Voilà, donc le système étudié. Bilan des forces, tout d'abord on a son poids P, donc c'est une force verticale dirigée vers le bas. Donc, on va la tracer, donc c'est une force verticale dirigée vers le bas. La force de frottement fluide F, donc c'est une force, on a vu que donc il s'écrit en fonction de moins K, c'est-à-dire il est dirigé vers le haut. Voilà, la force de frottement fluide. Repère qu'on va utiliser, un repère galiléen, c'est le repère OK, mentionné dans l'exercice, le voilà.
C'est un repère vertical descendant, vers le bas. On applique la deuxième loi de Newton, sigma des forces extérieures est égal à m fois l'accélération du centre d'inertie du système étudié. Vecteur accélération, bien sûr. Les deux forces qu'on a, c'est P et F, donc on remplace le sigma des forces extérieures par vecteur P plus vecteur F égal à m scalaire vecteur accélération de G. Donc cette équation elle est vectorielle, ne peut servir à rien. Donc pour exploiter cette équation-là, donc on doit faire des projections sur les axes. Et si on a un seul axe, parce que le mouvement il est rectiligne, donc on va projeter sur l'axe OZ. On voit que P est là, même sens que K, mais F est a un sens opposé à K. Donc on aura P moins F égale à M à Z. Donc la projection de AG sur l'axe OZ, ça donne la composante de l'accélération selon cet axe-là, c'est AZ. On remplace P par MG et F par alpha VZ carré. Donc ça sera MG moins alpha VZ au carré. Donc VZ c'est l'accélération par rapport à la vitesse par rapport à l'axe Z, égale à M dVZ sur dt. Le mouvement se fait dans le sens de l'axe OZ, donc je peux remplacer VZ par V, tout simplement par V, parce que la projection de VZ, ça donne V. Se fait donc, on sait que la vitesse est un sens du mouvement, le sens du mouvement, et aussi le mouvement se fait selon l'axe OZ. Donc VZ égale à V. D'où l'équation différentielle. Donc en divisant par donc M et remplaçant VZ par dt, donc j'aurai dV sur dt plus, donc je vais changer la place de moins alpha V au carré, donc ça sera plus alpha sur M parce qu'on a divisé sur M, V carré égale à G, MG sur M, donc égale à G. C'est l'équation différentielle donc demandée. Question de 2, trouver l'expression de la vitesse limite VL du mouvement en fonction de MG à alpha, 0,25 points. Alors, pour trouver l'expression de la vitesse limite, on va travailler en régime permanent. Donc, lorsque le régime permanent est établi, on aura la vitesse deviendra constante, deviendra égale à V égale constante. Sa dérivée, donc, sera nulle. dV sur dt, c'est dVL sur dt égale à 0. Qu'est-ce qui reste de l'équation différentielle? Donc, lorsqu'on remplace l'équation différentielle, donc on aura, donc si on revient à l'équation différentielle, donc si dV sur dt égale à 0, qu'est-ce qui reste? Il reste alpha sur m, v carré égale à g, donc v carré égale à mg sur alpha, donc v égale la racine de mg sur alpha. Voilà, donc l'expression de Vs, c'est la racine de mg sur alpha. Déterminer graphiquement Vl. Donc, comment on fait? Donc, Vl, donc c'est la valeur de la vitesse en régime permanent. Donc, en régime permanent, donc on fait ici une extrapolation. Donc, on aura ici, donc, Vl, c'est la valeur donc, de 5 mètres par seconde. Graphiquement, Vl égale à 5 mètres. Donc, c'est la valeur de la vitesse en régime permanent. On déduire la valeur de alpha, donc on va exploiter la dernière expression de VL et la valeur de VL déduite du graphe. Donc alpha sur m, VL au carré égale à G. On déduit que alpha égale à mg sur VL carré. Application numérique, alpha égale m, c'est 100 kg. Attention, en physique, la masse c'est en kg, mais en chimie c'est en grammes. Donc G c'est 10, VL c'est 5 au carré, ce sera 25. Donc ça donne 40. Il faut chercher l'unité. L'unité de alpha, on a c'est m, g, donc m c'est en kg, g en mètres, donc g c'est mètre seconde moins 2. VL au carré, donc ça sera mètre carré seconde moins 2. Donc on multiplie, on simplifie par seconde moins 2 et 1 mètre, ça sera mètre kilogramme par mètre. Donc l'unité de alpha, si on a K égale, la force de frottement égale à moins F moins alpha V carré, donc l'unité de alpha c'est kg par mètre, mais si on a F égale à moins, bien plus ou moins, donc alpha V, donc l'unité de alpha c'est kg par seconde, le coefficient de frottement. Troisième question, donc sachant que la durée totale du mouvement de G depuis le début de la chute jusqu'à l'arrivée au sol est delta t égale à 60 secondes. Trouvez donc la distance d parcourue par G durant le régime initial de la phase 2. La question sur 0,5 points. Pour répondre à cette question-là, donc on va tracer un diagramme. Donc, l'hélicoptère était ici, donc à une hauteur h égale à 660 mètres du sol. Voilà, donc
l'hélicoptère était donc à ce niveau-là, donc il était stationnaire ici. Et à partir de ce point-là, donc le parachutiste donc saute. Après une durée de delta t1 égale à 4 secondes, ici donc il ouvre sa parachute. Et le mouvement après l'ouverture de la parachute se fait c'est la phase 2, donc se fait en deux régimes, le régime initial et le régime permanent. Donc on a décomposé donc le mouvement en trois parties. La phase 1 où le parachute il est fermé, la phase 2 où le parachute il est ouvert, mais la phase 2 il est composée de deux parties, régime initial et régime permanent. On a écrit ici les variables, donc ici on a delta 1, il est connu, c'est 4 secondes, D1 n'est pas connu, c'est-à-dire la distance parcourue avant d'ouvrir le parachute. Pendant le régime initial de la phase 2, delta T du régime initial n'est pas connu, la durée du régime initial n'est pas connue. La distance parcourue pendant le régime initial, donc s'il est demandé dans la question, donc on cherche T. Pendant la phase de régime permanent, où c'est la durée du régime permanent n'est pas connue et la distance parcourue dans le régime permanent n'est pas connue. Mais on connaît que la distance totale c'est h égale à 660 mètres et la durée totale delta t égale à 60 secondes. Donc on va résoudre le problème partie par partie. On a h égale à la distance parcourue pendant la première phase plus la distance parcourue pendant la deuxième phase. Donc h égale la distance parcourue pendant la première phase et la distance parcourue pendant la deuxième phase, on va la décomposer en deux. C'est la distance du régime initial plus la distance du régime permanent. C'est-à-dire que h égale à d1, la distance parcourue pendant la première phase, plus d, la distance du régime initial, plus d2, c'est la distance du régime permanent. Pendant la première phase, on a un mouvement rectiligne uniformément varié d'équation horaire z de t égale à 1 demi gt carré. En considérant les conditions initiales v0 égale à 0, v0 de z égale 0 et z0 égale à 0. Donc on aura l'équation qui caractérise un mouvement rectiligne uniformément varié, l'équation horaire. Pour calculer la distance parcourue pendant la première phase, on va remplacer t par 4 secondes et on calcule la distance d1. Donc Z, donc on remplace Z par D1 et on remplace donc T par 4 secondes. La durée de la première phase est, on a D1 égale à 1 demi, la durée de la première phase est delta T1 égale à 4 secondes. Donc on s'abase sur cette durée-là pour calculer la distance de la première phase. D1 égale à 1 demi G delta T en carré qui est égal à 1 demi 10, 4 au carré c'est 80 mètres. Donc voilà, on résout ce problème-là. Donc on vient donc de trouver l'expression, bien la valeur de D1. C'est 80 mètres. Donc maintenant, on reste à chercher donc D2 pour déduire D, parce qu'on connaît H. On calcule delta T2, la durée du régime permanent. Alors delta T2, la durée égale la durée totale, moins la durée de la première phase, moins la durée du régime initial. Donc, parce qu'on ne connaît pas la durée de régime permanent. Alors la durée du régime permanent, ça sera donc delta T, qui est égal à delta T2 qui est égal à delta T moins delta T1 moins delta T régime initial. La durée du régime initial, donc on peut la déduire à partir du graphe, c'est 30 secondes. Donc delta TI égale à 30 secondes. Delta T, c'est 60 secondes. Et delta T1, c'est 4 secondes. Donc on peut calculer delta T2. D'après la courbe ci-contre, la durée du régime initial est delta T égale à 30 secondes. Donc, delta T, ici on l'a déduit à partir du graphe, et on peut calculer delta T2, car on connaît delta T total, c'est 60 secondes, delta T1, 4 secondes, delta T, 30 secondes, donc on peut calculer delta T2, c'est 70, moins 4, moins 30. Voilà, donc la durée totale est delta T égale à 60 secondes. La durée de la première phase est delta T1 égale à 4 secondes. La durée du régime initial est delta T égale à 30 secondes. On calcule delta T2 du régime permanent qui est égal à delta T total moins delta T1 moins delta T. Donc 70 moins 30 moins 4, ça donne 36 secondes. Alors pourquoi on a calculé delta T2? Pour calculer, donc ça va servir pour calculer D2 parce qu'en régime permanent, le mouvement est rectiligne uniforme. Donc voilà, donc on résout partie par partie ce problème-là. Donc maintenant, on va traiter la distance D2.
On va calculer la distance D2. On calcule maintenant la distance D2 parcourue pendant le régime permanent, sachant que le mouvement est rectiligne uniforme et s'effectue à la vitesse constante VL égale à 5 mètres par seconde. Donc on écrit donc la distance D, c'est comme la relation qu'on utilise dans la partie des ondes, parce que le mouvement ici il est uniforme. Donc la distance, on peut la calculer en multipliant la vitesse par la durée. Donc la vitesse, c'est la vitesse limite, 5 mètres par seconde, qui multiplie delta T2 qu'on vient de calculer 36 secondes, ça donne 180 mètres. Alors finalement, on peut calculer la distance D qui reste inconnue, donc c'est la distance totale H moins D1 moins D2. H égale à D1 plus D2 plus D plus D2. Et H égale D égale à H moins D1 moins D2, donc ça donne 400 mètres. Voilà, donc D égale, donc on a résolu donc ce problème-là, donc comme j'ai dit au départ, partie par partie. Et c'est la fin de cette vidéo-là, la fin de la correction de l'examen de session normale, donc je vous souhaite bonne chance et je souhaite aussi de voir de bons résultats.